on va passer, on vient de parler de financement, là on va passer dans l'économie avec Frédéric Bizard. À toi Frédéric Bizard, c'est quelqu'un qui m'a impressionné parce que c'est la première fois, il y a quelques années, que feuilletant un livre, je suis tombé, de Frédéric, je suis tombé sur la mise en avant de l'intérêt des conseils nationaux professionnels. On ne s'était jamais rencontrés, on s'est rencontrés depuis et nous partageons. Donc Frédéric, à toi. Merci, cher Olivier. Est-ce que là, vous voyez le… Oui. C'est bon ? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez lancer votre communication Voilà, merci. C'est bon ? Bien, cher président, cher secrétaire général, cher Olivier, merci de m'avoir invité. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je vais vous présenter ma vision de la présence des CNP dans le futur système de santé, on va dire, parce que même si j'entends qu'il y a un embryon de présence, je pense qu'elle doit être bien plus large que ça. Donc, là, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a quelques années. Donc, ça me semble, c'est une réflexion sur la refonte du système qui m'amène à ça et pas, je dirais, quelque chose de circonstance. En effet, il y a une évolution naturelle assez irrémédiable qui fait consensus d'une évolution vers ce qu'on va appeler une régulation un petit peu des pratiques. Mais on a parlé un peu de régionalisation, de territorialisation. Malheureusement, ce n'est pas parce que cette évolution apparaît assez logique et irrémédiable qu'elle se fera si on met pas, si on n'avance pas groupé, si on n'y met pas les bons arguments. On voit bien que la régionalisation et la territorialisation, dont a parlé notamment M. Lemoigne, elle est absente de la loi 4D, elle est absente de la campagne régionale. On a une campagne régionale qui ne parle pas de santé au plein cœur de la crise sanitaire. Donc on voit que les choses qui paraissent évidentes, si on ne les travaille pas et si on ne les pousse pas collectivement, malheureusement, elles ne sont pas toujours sur la table. Donc, on va parler de la régulation des pratiques médicales. On m'a demandé d'intervenir sur la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? C'est qui fait quoi? Qui a pouvoir sur qui? Donc, on est vraiment sur une notion de pouvoir. Est-ce qu'on veut donner du pouvoir au CNP dans la régulation du prochain modèle? C'est un sujet qui monte ces dernières années, non pas par cette régulation, malheureusement, mais par la question de la pertinence des soins. Il y a, et ça c'est à l'international, il y a beaucoup de bibliographies sur le passage du volume à la valeur, la value-based medicine, qui est la nouvelle litote anglo-saxonne, et on verra les risques et comment est-ce que la France peut se différencier et prendre une longueur d'avance en y mettant une gouvernance efficace plutôt qu'en essayant de la réguler par le marché. Et ne peux pas m'accuser de dérive libérale en disant quelquefois le marché ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas, la régulation par le marché. Donc il faut trouver une autre forme de régulation. Et c'est ça qui est un petit peu au cœur de ça. Alors, deux mots sur la pertinence des soins dont on parle beaucoup. C'est un concept manifestement à géométrie variable. Quand je vois les trois définitions qui existent du Haut Conseil de santé publique, de la Haute Autorité de santé, du ministère de la Santé. Le Haut Conseil de santé publique considère que la pertinence, un soin est pertinent s'il correspond aux besoins du patient et à sa sécurité, qu'il est conforme aux données de la science et aux recommandations de bonne pratique. Bon. Or, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a une grande diversité de la consommation des soins à travers les territoires, qui peut être justifiée plus ou moins. La Haute Autorité de santé considère que c'est plutôt une question de bénéfice-risque. La pertinence correspond à l'idée que le bénéfice attendu d'un acte pour la santé est largement supérieur au risque, ce qui justifie de réaliser cette procédure plutôt que d'autres alternatives. Le ministère de la Santé essaie de faire un peu une synthèse de ces deux définitions, considérant qu'un soin est qualifié de pertinent lorsqu'il est dispensé en adéquation avec les besoins du patient, conformément aux données actuelles de la science, aux recommandations de la Haute Autorité de santé et des sociétés savantes nationales et internationales. La régulation de la pertinence des soins, je pense que c'est au cœur de la mission médicale. Primum non serre, un des principes, je crois, d'Hippocrate, c'est un principe de prévention fondateur de l'exercice de la médecine, principe transformé au XXe siècle en démarche structurée, médecine fondée sur les preuves,
qualité de soins, gestion des risques associés aux soins, rôle primordial des sociétés savantes, celui de la haute autorité de santé. C'est la notion alors déjà qu'on a du mal à parler des 3 premières préventions dans notre pays, tourné avant tout et qui a formidablement bien développé le curatif, mais qui a du mal à sortir de cette première phase. Autant vous dire que la prévention quaternaire, qui est représentée par ce primum non serré, on a du mal à l'intégrer véritablement dans notre modèle de santé. C'est pourtant celui, vous le voyez là, qui couvre l'ensemble. C'est un champ de prévention autonome et qui impacte tous les types d'activités. Encore une fois, c'est au cœur de la prévention médicale. Alors, on entend souvent parler de chiffres, des enjeux. On est tous d'accord que c'est un enjeu majeur d'efficience, c'est-à-dire d'amélioration de la qualité tout en maîtrisant les dépenses de santé, qui est le sujet majeur de tous les pays développés. 30 à 50% des patients chroniques ne recevraient pas les soins conformes aux recommandations. 20 à 30% des soins seraient non nécessaires, voire dangereux. 30%, c'est pas propre à la France, ce sont des données internationales. 30% des dépenses de santé, équivalent à 60 milliards en France, seraient inutiles et n'apporteraient pas de plus-value dans les soins. 72% des actes seraient pleinement justifiés. 20% des dépenses de santé en moyenne dans l'OCDE seraient inutiles. Bon, dans tous les pays, on voit qu'il y a une marge absolument colossale de gain d'efficience si on arrive à mieux réguler les pratiques médicales. Donc, c'est passé de soins basés sur le volume à des soins basés sur la valeur. Alors, tout ça, on peut dire, mais tout ça, c'est du blabla. C'est quoi la valeur ? La valeur en économie, c'est quand vous avez des résultats que vous valorisez en euros et dont vous divisez les coûts de production. Et puis, vous y ajoutez un coefficient qui est ce qu'on appelle la pertinence. Je peux avoir un très beau résultat d'une opération de la cataracte, ou prenons pas d'opération du genou ou autre, sauf que s'il n'était pas justifié d'opérer le patient ou s'il y avait une alternative qui était meilleure sur un plan médical, ma valeur est nulle. Donc le résultat sur le coût ne suffit pas, il y a une notion de pertinence qui est importante. Donc on va, là-dessus il y a un consensus, vers des systèmes et des solutions qui sont basés sur la valeur. Mais une fois qu'on est arrivé à ce consensus-là, comment est-ce qu'on met en place un système qui est basé sur la valeur et pas simplement sur le volume? Si on a introduit, en effet, grâce notamment, M. Lemoine, ça a été dit, je ne savais pas qu'il y avait une proximité entre Olivier et M. Lemoine, donc je comprends mieux. Malheureusement, depuis 2015, on a plutôt dérivé vers une tentative de régulation de la qualité à partir d'outils américains, c'est-à-dire à partir d'outils de régulation par le prix, voire le volume, donc par des outils de marché. Par exemple, le paiement à l'épisode de soins, c'est-à-dire que si vous dépassez une dépense sur un épisode de soins, boum, on vous sanctionne. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Parce que la santé n'est pas un bien comme un autre, parce que la santé n'est pas une marchandise. Il faut mettre du marché, mais vous ne pouvez pas réguler uniquement par des outils de marché. Ça, c'est un débat qu'on a dans l'université. Mais c'est quand même, les faits sont là. Donc, attention à comment est-ce qu'on va demain réguler la qualité. Une question fondamentale, c'est par qui? Et là, il n'y a pas forcément de consensus. C'est une décision éminemment politique parce que c'est une décision de pouvoir. L'État ne fait pas suffisamment de confiance aux acteurs, donc a repris quand même une grande partie des manettes depuis 20 ans. On parle souvent de la défiance entre l'État et les autres acteurs. Elle est bien là. Ce n'est pas être offensant que de le dire. Et donc, il faut rétablir de la confiance. Ça a été dit avant moi aussi très bien. Il ne suffit pas d'avoir des outils, il faut qu'ils soient crédibles. Et là, je rends hommage al travail d'Olivier, que j'ai appris un peu à connaître, et j'ai vu, parce que tout ça vient d'une initiative individuelle, puis collective maintenant, mais qui part quand même de la persévérance d'un homme, comme se font souvent les grandes réalisations. Et donc, on a cet outil crédible aujourd'hui. C'est pour ça que moi, ça m'a
qui ne connaissaient pas, pour être honnête, il y a quelques années, cet outil, ça m'a sauté aux yeux pour me dire, mais avançons. OK ? Alors, les CNP au cœur de la régulation des pratiques, ce n'est pas, encore une fois, de circonstances, je le redis. Historiquement, les professionnels de santé ont été régulés principalement par les ordres, pas simplement les médecins, d'autres, parce qu'on considérait que les professionnels de santé n'avaient pas de moyens suffisants pour une prise en charge optimale des patients, et donc il fallait au moins qu'ils soient irréprochables dans l'éthique, irréprochables sur le respect du code de déontologie, édité en 1947 et qui est remarquable dans sa conception. Et donc, jusqu'à maintenant, on régule par la déontologie. On pourrait discuter de la qualité de cette régulation, mais elle est là. Et elle doit être, probablement, elle doit s'améliorer. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut se contenter d'une régulation par l'éthique, par un code de déontologie? Non. Bien sûr, il faut qu'il y ait toujours cette régulation-là, mais il faut passer à une régulation de la pratique médicale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une révolution technologique, parce qu'il y a un niveau d'exigence de la société par rapport à des résultats, même si on reste sur un objectif, sur une obligation de moyens et pas de résultats, parce qu'il y a le big data qui est là, qui permet de mesurer ce qu'on ne pouvait pas mesurer avant, et parce que c'est une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins qui fait partie, qui doit faire partie du nouveau modèle de santé. C'est pour ça que je parlais d'évolution irrémédiable. C'est difficile de contester ça. Et là où ce n'est pas aussi simple que ça, c'est que si l'État est réticent à donner ce pouvoir à des acteurs professionnels, les professionnels eux-mêmes, une partie en tout cas, peuvent être en partie réticents à cette espèce d'évaluation permanente qui peut être vue comme un flicage, qui peut être vue comme étant fait, mais en tout cas, il y a un travail à faire sur la chose. Ce qui est sûr, c'est pour que ça soit vu de façon positive, puisque c'est un accompagnement qui doit, sur l'empowerment des anglo-saxons pour le coup, qui est de dire qu'il faut donner un maximum de capacité et de pouvoir aux acteurs pour réaliser leur mission, et c'est bien au cœur de leur mission quand on regarde les articles 11 et 13 du Code de déontologie. Ça doit être vu, si c'est bien présenté, comme quelque chose d'extrêmement positif et indispensable pour les acteurs eux-mêmes, et comme quelque chose de crédible pour eux, pour les pouvoirs publics certes, mais pour eux aussi, à condition que ça soit fait par les pairs, parce qu'un médecin radiologue, ou un médecin, même un médecin généraliste, ou un chirurgien, acceptera difficilement, après le nombre d'années qu'il a passé à la fois à étudier et dans sa pratique, à être évalué par quelqu'un qui ne considère pas comme ayant la compétence requise sur le plan scientifique. Ça peut se comprendre. L'évolution des années 2000 des fédérations, ça j'en reviens pas, ça a été dit suffisamment, les missions des CNP, évidemment, quand on les regarde, moi je les prends telles qu'elles sont exactement celles qu'on peut attendre d'un régulateur de ces pratiques médicales. Pas grand-chose à changer. Je ne sais pas si c'était l'idée originelle, mais en tout cas, si ça ne l'était pas, quelle coïncidence formidable. Je pense évidemment qu'il y avait une vision derrière tout ça qui devait considérer. Donc, il faut institutionnaliser, aller au bout de la logique. J'ai presque fini, cher Président, j'ai encore 2 slides, d'institutionnaliser cette gouvernance de la qualité. Une régulation réalisée par la Haute Autorité de Santé via les guides de bonne pratique, souvent ce que moi on m'a rétorqué aujourd'hui. Il y a une articulation à mettre avec évidemment les acteurs en place dans la Haute Autorité de Santé, mais enfin soyons sérieux, on voit bien que c'est pas ces guides de bonne pratique qui vont ruisseler auprès de l'ensemble de la communauté médicale et paramédicale pour garantir la régulation des pratiques. Donc il faut un intermédiaire, et encore une fois, il faut des acteurs qui soient reconnus comme des pairs pour que ça se réalise et se mette en place. Donc il faut institutionnaliser une gouvernance par la qualité complémentaire de celle existante par la déontologie, pilotée par les CNP, articulée par les instances départementales, régionales et nationales de l'ordre selon des modalités à définir. Je pense qu'il faut une articulation avec l'ordre tout simplement parce que ne soyons pas trop dans un univers de bisounours et que tout ça va se passer très bien dans 99% des cas, mais il y a bien un moment où il faut que quelqu'un puisse avoir un pouvoir de sanction.
Est-ce que ça doit être les CNP? Je ne le pense pas. Donc, il faut une articulation avec l'ordre qui a un pouvoir de sanction sur les récalcitrants, à ce qui correspond bien au cœur de la mission des professionnels de santé. Il y a un socle pour ça qui a été fait. On a avancé, autant on a avancé sur les CNP un peu, puis on a bloqué, mais on a avancé sur un autre élément qui est important pour cette régulation, qui est l'accréditation de tous les médecins tous les 5 ans. Donc évidemment, là, on est tout à fait dans cette logique de vouloir réguler l'accréditation, mais attention à que ça ne soit pas quelque chose de simplement mécanique et qui n'améliore pas véritablement la pratique. Instaurer une évaluation sérieuse de la valeur des actes nécessite de prendre en compte des indicateurs médico-économiques. J'invite, ce n'est pas parce que je suis économiste, c'est que j'invite aussi à prendre en compte cette dimension médico-économique. C'est une des dimensions majeures, pas unique, mais encore une fois, il y a une dimension qualité de prise en charge, mais il y a une dimension véritablement médico-économique d'efficience, qui est un des objectifs. En conclusion, donc, la révolution technologique a changé la donne sur les capacités des professionnels de santé à prendre en charge les patients. Okay, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il que cette révolution soit véritablement transformée en des gains majeurs en matière d'efficience. La conséquence économique inflationniste que l'on vit, parce qu'il n'y a pas cette régulation de la qualité, exige de mettre en place une politique efficace de gestion de la pertinence des soins qui permette de passer d'une logique de volume, la médicalisation des territoires, à une logique de valeur, l'efficience et la qualité de la réponse aux soins. On est vraiment dans une évolution d'un modèle de santé dont le premier modèle, c'était de médicaliser les territoires. Il fallait que chaque habitant, que chaque citoyen puisse consulter à proximité de chez lui un professionnel de santé. Donc on était dans une logique de volume. Il fallait médicaliser, il fallait développer les professionnels de santé, leur nombre et tout le machin. Aujourd'hui, on est dans deux logiques. Une logique que l'on sait qui est une logique de santé publique, d'amélioration de la santé pour les bien portants, et puis, concernant les soins, une logique d'efficience et de qualité. Et c'est là où cette régulation par les CNP rentre dans la prochaine génération qu'il faut mettre en place très rapidement. La création d'une gouvernance assurant une autorégulation des pratiques médicales par les professions est stratégique dans le nouveau modèle de santé et à portée de main grâce au CNP. Et c'est là où je pense que la France peut véritablement apporter, comme elle l'a fait depuis des décennies en médecine, une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Évidemment, on n'a pas le temps de faire un benchmark, mais je peux vous dire que c'est un problème dans tous les pays. Et des pays comme les États-Unis qui essaient de le réguler par des outils de marché, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait qu'aggraver les failles du système. Donc, n'allons pas sur ce sujet-là, mais une fois qu'on a dit ça, encore faut-il avoir cet outil-là d'organisation des sociétés savantes et d'organisation des professionnels en un organisme, une fédération, un conseil, on l'appelle comme on veut, qui soit crédible et capable de véritablement assurer cette gouvernance. Les institutions existent, il reste à leur donner leur pleine fonction et responsabilité. Le plus tôt possible serait le mieux. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, cher Olivier. Merci beaucoup, Frédéric. Ton exposé a été passionnant et très brillant, comme d'habitude. Je passe la parole à Olivier. Une question d'Espagnol. Oui, non, mais merci beaucoup, Frédéric. En fait, je peux dire qu'en t'entendant, nous partageons totalement. Alors, on arrive au moment où une chose se complique, mais où on gagne sur bien des points. Et juste pour illustrer, il y a certainement d'autres questions, mais juste pour illustrer, on est en train de vouloir... La médecine évolue, par exemple. Il y a des textes en préparation sur la possibilité de faire de changer de spécialité, de faire une deuxième spécialité dans sa carrière, et puis aussi la manière dont on peut acquérir ce qu'ils appellent les formations spécialisées transversales. Ce sont les deux ministères, enseignement et santé, qui sont en charge, à qui ils ont pris pour représenter les médecins dans la préparation du texte. Ils vont demander, d'ailleurs on a désigné Philippe Orcel, l'orateur suivant, pour conduire le groupe, et ce sont des représentants de CNP qui ont contribué à travailler sur ce sujet avec Benoît Schlemmer. L'évolution de la médecine aussi, et Christian Espagno soulève la question, les limites d'une spécialité peuvent évoluer. Je prends la mienne, ils ont écrit sans réponse au ministère de l'Enseignement supérieur, parce que notre CNP s'appelle chirurgie vasculaire et endovasculaire, pour faire changer le libellé de la spécialité à l'ordre. Ce sont mes amis, mais c'est très difficile de faire évoluer les choses. Les CNP ont la possibilité de porter des messages.
Vous avez des médecins qui font la médecine du sport. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y en a qui font ça comme spécialité exclusive. C'est une spécialité non reconnue. Nous avons créé un CNP de médecine du sport qui a été introduit par le ministère de la Santé dans la liste des CNP reconnus. Donc, on est vraiment à ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vois, oh là là, les questions. Il y en a, tu vois, Frédéric. Alors, il y a une question de François Richard. François? Oui, non, je voulais féliciter Frédéric pour son topo. Et simplement, il y a une diapo dans les dernières où il est marqué donc, le rôle de la HAS avec les CNP. Et je pense que c'est intéressant. Il va falloir aussi que la HAS évolue un petit peu parce que quand on regarde bien, jusqu'à présent, le rôle de la HAS, ça a été de vérifier la qualité des actes que les médecins pouvaient faire, mais pas du tout de vérifier la qualité que les médecins faisaient de ces actes qui avaient été évalués. Et c'est notamment les registres et l'étude des big data qui permet d'évaluer ces choses-là, comme l'a dit Frédéric. Et je crois que c'est important de voir le changement que, y compris la HAS, va être obligé de faire pour pouvoir évaluer la valeur de ce qui est fait. Oui, juste un mot là-dessus, d'où la nécessité que cette évolution se fasse dans une réforme globale, puisque c'est clair qu'on ne peut pas mettre en place une gouvernance des pratiques médicales avec un acteur comme les CNP tout en laissant l'environnement existant intact. Mais encore une fois, ceux qui connaissent le savent, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision très globale des choses. Mais ça sont vraiment des choses qui peuvent se faire, qui doivent être pensées avant et qui résultent d'une décision politique, mais qu'on peut mettre en place en 24 heures, parce qu'on a quand même un art de mettre en place les choses qui coûtent très très cher. Mais là, on a vraiment quelque chose qui peut, sans dépenser un euro, avoir des gains d'efficience absolument majeurs. Et si ça n'est pas fait, quelqu'un le fera. Ce quelqu'un, ça peut être l'État. On critique beaucoup l'État, mais l'État vient souvent compenser un vide. Ou ça peut être, le pire des cas, comme aux États-Unis, des mutuelles, des assureurs. Ils peuvent vous dire, voilà, moi, aux États-Unis, vous ne choisissez pas, le médecin ne choisit pas, dans beaucoup de cas, le type de thérapeutique, le type de chirurgie qu'il peut faire. C'est la chirurgie et la thérapeutique qui est remboursée par l'assurance, qui fait preuve de choix décisionnel. Donc voilà, c'est vraiment des modèles qu'il faut mettre en place. Voilà, je travaille pas mal là-dessus. C'est un modèle. Le modèle numéro 2 français qu'il faut mettre en place et qu'on peut mettre en place très vite, qui comprendrait les CNP, c'est pour ça que c'est un modèle à la française qui part de nos valeurs. Merci, Frédéric. Il y a une question de Philippe Tracol. Encore. Philippe? Oui, bonjour à tous. Merci pour cet exposé. Vous avez tout dit sur le rôle, le fonctionnement des CNP, mais cet exposé, il faudrait le faire aussi à nos tutelles, parce qu'on se rend compte que pour l'instant, les CNP, ils ne sont pas tellement sollicités. 3 exemples. Pendant le Covid, les ARS ont essayé de contourner les recommandations du CNP en contactant directement les CHU, etc. Avec Olivier, on discutait hier soir de la recertification. La recertification des médecins, c'est typiquement le rôle des CNP. Et on est en train de refiler le bébé de la recertification à la NDPC. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'aveuglement du pouvoir qui refuse de donner de la responsabilité et du pouvoir au CNP. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. Non, mais c'est ce que je disais juste au début, parce que c'est très important. Il ne faut pas se bercer d'illusions. C'est une question de pouvoir. À qui je donne le pouvoir? Ben oui, c'est bien ça. Oui. Le système il a une pratique très reconnue, quel que soit le pouvoir en place. Ce n'est pas une question politicienne. C'est la voie consultative. Tout le monde a une voie consultative. Donc, on est dans une démocratie sanitaire et sociale qui est décrite comme étant formidable. Mais en fait, on est dans un système qui s'est totalement étatisé depuis le début, dans lequel il n'y a aucune démocratie sanitaire et sociale et dans lequel la voix des professionnels de santé n'est que consultative. Donc, on est bien dans une question de modèle. Est-ce qu'on veut donner une voix décisionnaire aux professionnels de santé? Et ce n'est pas quelque chose qui doit être idéologique. C'est évidemment qu'il le faut si on veut une régulation des pratiques médicales. Sinon, il n'y en aura pas.
il y aura une régulation administrative, il y aura quelque chose qui aura peu d'impact. Et donc, c'est pour ça que j'ai notamment créé, si vous connaissez, l'Institut de santé, parce qu'il faut peser collectivement avec des propositions qui soient ficelées. C'est ça le truc. Vous avez raison, il faut faire des présentations auprès. Mais croyez-moi, si vous n'arrivez pas avec quelque chose de totalement packagé et qui soit suffisamment consensuel et porté par un maximum d'acteurs, vous avez peu de chances de vous faire entendre. Si vous l'avez, je pense qu'on peut se faire entendre. On a encore des questions, mais on va devoir avancer. Mais Hubert, et puis on en prendra encore. Oui, merci Frédéric Bizard pour ces réflexions. Et je sais qu'il est un fervent partisan de l'organisation territoriale de santé. Mais moi, je ne fais pas le même constat que Philippe Tracoche. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours sollicité, mais le CNP ne sait pas ce qui se passe dans sa région. C'est-à-dire que on n'a pas les datas à l'heure actuelle. Alors, on n'a pas les datas parce qu'on n'a pas pris les moyens ou on n'a pas le temps. Mais ça, c'est un manque lié à la jeunesse des CNP. On sait, les médecins, ils savent entre eux qui fait quoi dans le coin. Mais c'est pas basé sur des datas sérieux, solides, etc. Or, dans l'autorisation des soins, on a notre mot à dire. Il y a des travaux qui sont en cours à la DGOS. Et surtout dans l'organisation régionale de l'offre de soins, pour éviter qu'effectivement ce soit des réseaux de mutuelles qui prennent la main, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore pu donner notre avis sur l'organisation régionale des soins dans notre spécialité, parce que ce travail, nous ne l'avons pas encore fait. Je ne suis pas sûr que beaucoup de CNP, par exemple, aient fait un recensement de leurs praticiens, dans quel secteur ils travaillent, etc., etc. Donc, les CNP, ils sont jeunes, ils ont encore des progrès à faire pour acquérir du pouvoir, parce que effectivement, le pouvoir, c'est les datas, et nous avons des moyens en tant que médecins pour bien donner notre avis par rapport aux ARS, et en plus, elles, des visions plus administratives. Absolument, et tu as raison. Et au niveau de la régionalisation, on est en train, la FSM est rentrée représentant officiel à l'ONDPS, qui fixe le nombre de postes prévu pour former des jeunes, l'ordre y était, mais il n'a pas une vision régionale. Et j'ai obtenu, mais le décret n'est toujours pas sorti, qu'il y ait une déclinaison par région d'un représentant de la FSM, par région de formation, qui ne sera pas forcément dans chaque spécialité au début, mais qui sera le référent qui devra demander au CNP, car qui mieux sait de combien on a besoin d'orthopédistes dans une région, dans l'Est, dans le Sud, que le CNP par le biais du collège, par le biais de, etc. Voilà, il y a encore, il faut qu'on avance, mais je vois Daniel Rivière, oui. Oui, Daniel Rivière, je suis le président du CNP associé de médecine du sport que a cité tout à l'heure Olivier Gaude-Bessonnière, que je remercie vraiment encore de nous supporter comme il le fait. Alors, j'interviens parce que Frédéric Bizard a parlé beaucoup de prévention, d'efficience et de diminution des coûts. Il me semble que la médecine du sport est une des médecines qui, en termes de prévention primaire et en termes de prévention tertiaire, c'est-à-dire primaire, empêcher les maladies, tertiaire, prendre en charge et éviter les complications, et peut-être même la prévention quaternaire, pourrait être un exemple. Alors, nous sommes un CNP associé parce que nous ne sommes pas une spécialité. Et il a été discuté pendant toute cette réunion de dépasser peut-être les frontières des spécialités existantes. Nous avons une FST, mais nous ne sommes pas reconnus comme CNP parce que nous n'avons pas un DES. Alors la question que j'ai déjà posée à Olivier, je ne sais pas s'il pourra m'y répondre et que je pose à tout le monde, c'est au moment de la recertification, qu'est-ce qui va se passer? Un médecin spécialiste de médecine générale qui exerce la médecine du sport, comme la médecine du sport n'est pas une spécialité, eh bien, il va redemander sa recertification en médecine générale, et dans ce cas-là, il n'y aura plus finalement de médecin du sport, puisque aucun n'aura été accrédité ou recertifié. Alors, est-ce qu'on ne peut pas envisager si malheureusement, nous ne sommes jamais reconnus comme spécialité, est-ce que nous ne pourrions pas envisager pour la médecine du sport, ou comme la dictologie, par exemple, ou comme la transfusion sanguine, par exemple,
une double certification, une double accréditation. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu'en pense, là on était dans la communication de Frédéric. Frédéric, tu as une position par rapport à ça, ça traduit la nécessité de faire évoluer les choses. Mais... Alors, là où monsieur peut être rassuré, c'est que sur le plan du statut, j'en sais rien, mais enfin, dans un nouveau modèle efficient, il est évident que la médecine du sport, reconnue comme une spécialité ou pas, ça c'est aux professions médicales, c'est à la communauté médicale de le décider, je pense que c'est ni un politique ni un économiste, bon. mais doit être véritablement partie prenante, pas de la régulation des pratiques, parce qu'on pense régulation des pratiques avec régulation des soins, mais on voit bien que là, c'est une vraie politique de santé. La régulation des pratiques, ça doit impacter sur les comportements individuels des gens quand on s'adresse à la médecine du sport. Et donc, juste pour finir, c'est là peut-être que Olivier pourrait décider de ça, mais à mon avis, quand même, pour que ça devienne réalité, les CNP régulateurs de la pratique médicale, il faut vraiment penser toutes les implications que cela aurait auprès des institutions existantes et dans le nouveau modèle. Parce que ça, l'administration et les politiques ne le feront pas. Et ça en a sur l'accréditation, comme vient de le dire monsieur, ça en a sur la Haute Autorité de Santé. Quel est le rôle de la Haute Autorité de Santé si la CNP régule? Il peut y en avoir un, comme il peut ne plus y en avoir sur la régule. Plusieurs choses sont possibles. Il faut essayer de trouver la solution la plus efficace et consensuelle. C'est ce qu'on est en train de faire sur la notion de certification, recertification, et on a été étonné, ça dit ça pour Frédéric, c'est que dans la première réunion qu'on a eue avant-hier avec la DGOS, l'ensemble des professions de santé s'est finalement retrouvé derrière la FSM pour dire qu'ils voulaient les CNP en charge du dispositif. Et ça a un peu désarçonné la haute administration qui trouvait aussi bien les infirmières que les IBOB, que les pédicures, que les pharmaciens, les dentistes et les médecins. Donc, avant de passer à la suite, là, Albert Claude Benamou qui voulait poser une question à Frédéric. Oui, une dernière question. Non. Prenons le terme employé CNP, autorégulation. À l'heure de la médecine fondée sur les preuves, des différents systèmes qui ont été mis en place, en particulier les conférences de consensus, ou bien choosing wisely, etc. Toutes ces procédures, finalement, pour établir les bonnes pratiques. Est-ce que les collèges de spécialité ont tous ces outils-là pour mieux réguler que les instances verticales qui nous gouvernent, en particulier le système de contrôle de la Haute Autorité de Santé, etc. Est-ce que nous pouvons, nous, apporter finalement une lecture complètement objective et qui ne soit pas confusante, parce qu'une communauté peut également se tromper. Elle peut être, on peut s'autoréguler dans l'erreur. On est à une phase, et c'est donc comment, je rends hommage au travail, c'est pas, mais en même temps, quels sont les outils des CNP pour être véritablement des régulateurs bien raisonnables? Oh raisonnable, je pense qu'ils sont en mesure de l'être. Enfin, une personne comme Frédéric, il est indépendant pour répondre à ça, mais je vais donner un exemple. On est en train, Hubert parlait des autorisations d'exercice. On va avoir une réunion début juillet finale. Le décret va sortir. Et le ministère a beaucoup évolué. À cause du Ségur de la Santé, ils veulent un texte beaucoup plus simple, mais on est en train, je touche du bois, d'obtenir que les praticiens doivent implémenter les registres de pratique de leur spécialité définis par leur CNP. Et la version étatique au début, c'était les établissements tiennent un registre de ce qui se pratique chez eux. On est en train de faire, les praticiens sont selon le CNP. Oui, mais ça veut dire que cette autorégulation, elle peut exister. Et les chirurgiens cardiaques, depuis 15 ans ou 10 ans, ont mis en place un registre de leur activité de pose de valve cardiaque qui leur permet d'aller faire des audits, aussi bien de défendre un centre que de lui dire « Hé, Jean-Pierre, il y a une sortie des clous ». Et ça se passe en intraspécialité. Et de plus en plus, Valérie m'a dit hier qu'une ARS, je ne sais pas où, l'avait saisie pour que la FSM mandate 2 ou 3 CNP concernés pour aller débrouiller, auditer dans un centre. Mais peut-être Frédéric veut dire quelque chose, puis il y a une dernière question d'Henri Coudane. Non, mais la question est absolument fondamentale.
Bien sûr, Olivier, que tu penses que la régulation par les CNP est une régulation raisonnable. Mais la question, c'est ce que vont penser l'opinion publique, c'est ce que vont penser les pouvoirs publics. Est-ce que les CNP ont tous les outils pour réguler? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Probablement pas, mais ce n'est pas grave. Il y a probablement une articulation à avoir avec là où les outils manquent, avec ceux qui sont détenteurs des outils. Et il faut construire et marcher. Pardon? Il faut construire progressivement. Voilà, et on peut le construire progressivement, mais c'est mieux quand même d'avoir un système qui puisse apparaître comme extrêmement efficace au jour J. Il y a un autre défi, qui est ce que Montesquieu appelait l'abus de pouvoir du fait de la mauvaise distribution des choses, quand il n'y a pas de contre-pouvoir. Le fait, est-ce que les gens ne vont pas se dire, en fait, ils sont jugés partis, ils s'évaluent eux-mêmes. Comment est-ce qu'on peut penser que tout ça va être… Encore une fois, ce n'est pas la visibilité que tu en as, c'est la visibilité extérieure qui compte. Bon, donc, il faut véritablement avoir quelque chose qui soit vu comme suffisamment indépendant, avec une capacité de sanction. C'est tout ça qui est, à mon avis, à construire, mais c'est dans le modèle. C'est dans la finale. L'outil, il est là, on le sait. Il faut juste s'assurer que les risques de mauvaise perception de l'outil soit effacée, la question de ne pas être vu comme jugé parti. Moi, je ne parlerai pas d'autorégulation, parce que l'autorégulation est quelque chose d'un peu péjoratif. Je me régule entre nous, quoi. Bon, je pense que régulation par les pairs, mais ça aussi, c'est important, la sémantique. Il ne s'agit pas de faire entre nous, mais il s'agit… Non, mais je te parle de façon générale, je sais bien, moi. Mais il faut… C'est pas évident pour tout le monde. Ah, mais on est bien d'accord. Oui. C'est un travail difficile. Merci pour transgressif. C'est vraiment le sens de la question que j'avais, c'est-à-dire dans quelle mesure l'autorégulation n'est-elle pas éventuellement un risque de danger, de conflit d'intérêts, de quelque chose qui ne sera pas compris par l'extérieur. Vraiment, oui. Il faut gérer le risque. Il y a une minute, une question, Henri. Oui, non, très rapide. D'abord, merci à Frédéric. Alors, j'ai deux questions très rapides. La première, Frédéric a montré une diapositive. On avait une équation petit a égale b divisé par c. C'est l'équivalent des équations du premier degré. Dans cette équation, il y a effectivement la notion de résultat. Première question donc pour Frédéric, parce qu'il y a le coût, il y a tout ce qu'on veut, et puis voilà. Première question pour Frédéric. Frédéric, sur le plan économique, pensez-vous que l'institutionnalisation de la T2A a été, dans sa déclinaison, une bonne affaire pour les patients, d'une part, et pour la dimension éthique de l'exercice professionnel des chirurgiens? Deuxième question, vous citiez Montesquieu, alors il y a un grand principe qui dit… schématiquement, hein. Je crois que c'est Kant qui avait dit ça, loi sociale plus loi morale égale constante. Donc là aussi une équation du premier degré. En clair, quand il y a une grande puissance administrative, c'est ce qu'on appelle les lois sociales, parallèlement les lois morales ont tendance à diminuer. Alors je m'explique, dans l'activité chirurgicale, cher Frédéric, on s'est aperçu dans ma spécialité qu'à une époque, mais ça a diminué justement grâce à la loi sociale, il y avait des indications en vas-tu en voilà pour les arthroscopies du genou. Je schématise, j'ai mal au genou, crac, un coup d'arthroscopie, crac, un coup de bandit manchot avec la T2A, vous voyez ce que je veux dire. Comment un système économique peut-il contrôler, j'allais dire, l'indication opératoire, c'est-à-dire la décision qui se fait dans l'archéocerveau du chirurgien? Merci Frédéric de répondre à ces deux questions. Là, on est au cœur du sujet, cher Henri Coudane. On est au cœur du sujet, c'est que la T2A a sa place dans un système de rémunération, mais si on lui donne sa juste place, pas rentrer dans le détail, mais oui, la T2A a une place dans une partie du financement des actes chirurgicaux, des actes hospitaliers, comme le paiement à l'acte a une place là où il est bien, paiement à l'acte dans tout ce qui est, dans tout ce qui est programmable, dans tout ce qui est courant, a l'avantage d'éviter toute sélection de patients et de traiter tout le monde de la même façon. Dès qu'on sort de cette caractéristique d'acte, il faut utiliser autre chose. La T2A doit être complétée justement par une régulation de la qualité. Parce que sinon, comme le paiement à l'acte, mais en particulier l'acte hospitalier, qui avait évidemment un coût unitaire beaucoup plus important, ne peut vivre, moi je l'ai souvent évoqué,
par une régulation des pratiques. Et à ce moment-là, vous avez les deux qui s'harmonisent relativement bien. Mais on a juste là aussi importé un concept américain, pour avoir longtemps passé beaucoup de temps aux États-Unis, qui a un intérêt si on l'utilise avec pertinence, pour le coup. Sur la deuxième, c'est pareil, c'est justement l'objet d'une régulation. Et c'est pour ça qu'il faut, dans la promotion de la régulation des pratiques, tirer le fil jusqu'au bout pour que ça ne soit pas simplement vu comme étant quelque chose d'une régulation des professions. Non, c'est une régulation de l'ensemble du système de santé avec un impact pas simplement sur les pratiques médicales, mais sur le financement des acteurs, des hôpitaux et sur la maîtrise des dépenses. Merci Frédéric. Frédéric, merci beaucoup.